Mort suspecte. Affaire JFK. Balle magique et bourbier conspirationniste. Quand un assassinat change une société à jamais. Épisode 5. 23 janvier 2025. Une nouvelle ère de transparence. La saga de la déclassification prend un tournant spectaculaire avec le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025. Fidèle à ses promesses de campagne, le président signe le 23 janvier 2025 l'ordre exécutif 14176, intitulé « Déclassification des archives concernant les assassinats du président John Fitzgerald Kennedy, du sénateur Robert Fitzgerald Kennedy et du révérend Dr Martin Luther King Jr. » Ce décret frappe par son ampleur et sa dimension symbolique. Pour la première fois, un président américain lit explicitement les 3 assassinats majeurs des années 60 dans un même document officiel. Le texte ne laisse aucune ambiguïté sur l'intention présidentielle. Leur famille et le peuple américain méritent la transparence et la vérité. Il est dans l'intérêt national de finalement publier sans délai tous les documents liés à ces assassinats. Concrètement, l'ordre donne 15 jours au directeur du renseignement national et au procureur général pour présenter un plan de publication complète et intégrale des archives Kennedy. Pour les dossiers relatifs à Robert Kennedy et Martin Luther King, le délai est porté à 45 jours. Le document précise qu'aucune rétention ne sera plus acceptée, rompant ainsi avec les pratiques des administrations précédentes, y compris celle du premier mandat Trump. La signature de ce décret, abondamment médiatisé, prend une dimension particulière en présence de Robert Kennedy Jr., fils de Robert Kennedy, et neveu de John Fitzgerald Kennedy, nommé secrétaire à la santé par Trump. C'est énorme, non? Beaucoup de gens attendent cela depuis longtemps, depuis des années, des décennies, déclare Trump lors de la cérémonie de signature à la Maison-Blanche. Cette initiative suscite des réactions contrastées. Roger Stone, proche de Trump et théoricien du complot notoire, affirme que le président lui aurait confié « Certains documents sont si horribles qu'on ne le croirait pas ». En revanche, Jacques Schlossberg, petit-fils de John Fitzgerald Kennedy, dénonce sur les réseaux sociaux une utilisation de JFK comme accessoire politique. Le 18 mars 2025 marque une date historique dans la longue quête de la vérité sur l'assassinat de Dallas. Ce jour-là, les Archives nationales publient plus de 2100 documents, représentant environ 63 400 pages précédemment classifiées, dans ce que l'institution décrit comme l'une des plus vastes publications uniques de documents de l'histoire américaine. Cette déclassification massive s'effectue en un temps record, moins de 24 heures après la directive présidentielle signée la veille. La particularité de cette publication réside dans l'absence totale de caviardage. Contrairement aux déclassifications précédentes, où des passages entiers étaient noircis pour protéger des méthodes de renseignement ou des relations diplomatiques, ces documents sont publiés intégralement. Cette transparence sans précédent n'est pas sans conséquences. Plusieurs dizaines d'anciens collaborateurs du Congrès voient leurs informations personnelles, notamment leur numéro de sécurité sociale, exposés au public. Selon Jefferson Morley, administrateur de la Mary Ferrell Foundation et expert reconnu des archives Kennedy, cette publication représente environ un tiers des documents caviardés conservés par les Archives nationales. Pour la première fois, le public a accès à des informations non censurées sur la méfiance de JFK envers la CIA, les complots d'assassinat contre Castro, la surveillance d'Oswald à Mexico et les opérations de propagande de la CIA impliquant Oswald. Parmi les révélations les plus significatives
figurent des centaines de documents de la CIA, ainsi que des mémos de la Maison-Blanche et du Conseil de sécurité nationale relatifs à des opérations clandestines à l'étranger, particulièrement dans les pays d'Amérique latine, comme Cuba et le Mexique. Un mémorandum d'Arthur Schlesinger Jr., conseiller de Kennedy, révèle par exemple que le jour de l'investiture de JFK, en 1961, 47% des responsables politiques servant dans les ambassades américaines étaient des agents de renseignement sous couverture diplomatique. La directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, souligne dans un communiqué que les quelques 80 000 pages en cours de déclassification étaient précédemment classifiées et sont publiées sans rédaction. Jim Byron, conseiller principal de l'archiviste par intérim des États-Unis, déclare « La semaine dernière, les archives nationales ont livré la transparence au peuple américain dans le projet le plus médiatisé de l'histoire récente de l'agence. Tous les documents sont mis à disposition soit en ligne sur le site des Archives nationales, soit en personne au bâtiment des archives à College Park, Maryland. L'institution précise que la numérisation des documents se poursuit et que de nouvelles archives seront progressivement ajoutées à la collection en ligne. Si la publication massive du 18 mars 2025 représente indéniablement une avancée majeure pour les chercheurs, elle suscite néanmoins des critiques. Une analyse du Washington Post révèle que sur la base de leur numéro d'identification, aucun des fichiers publiés n'est réellement nouveau. Il s'agit principalement de documents déjà connus, mais désormais débarrassés de leur caviardage. Par ailleurs, certaines catégories de documents restent inaccessibles, notamment les dossiers sous scellé judiciaire, les documents protégés par le secret du grand jury et les archives fiscales couvertes par le Code des impôts. Les historiens notent également que la plupart des archives Kennedy, environ 6 millions de pages selon les archives nationales, étaient déjà déclassifiées avant cette opération. Biden avait lui-même affirmé en juillet 2023 que 99% des documents liés à l'assassinat étaient accessibles au public. Ce que Trump présente comme une révolution de transparence apparaît ainsi, pour certains critiques, comme une opération davantage médiatique que substantielle. Néanmoins, l'importance des nouveaux éléments dévoilés ne doit pas être sous-estimée. La suppression totale des caviardages révèle des informations cruciales sur l'ampleur de la surveillance d'Oswald par la CIA avant l'assassinat, ainsi que sur les opérations de désinformation menées par les agences de renseignement après le drame et sur l'étendue des liens entre la CIA et la mafia dans les complots visant Castro. Ces révélations tardives confirment ce que les chercheurs indépendants soupçonnaient depuis longtemps. L'enquête officielle a été délibérément biaisée par des dissimulations institutionnelles. Les conséquences de cette déclassification dépassent le cadre historique pour s'inscrire dans le débat contemporain sur le Deep State et la confiance dans les institutions. Le fait que 63 000 pages aient pu rester secrètes pendant plus de 60 ans malgré les promesses successives de transparence alimente inévitablement les soupçons sur les motivations réelles des agences de renseignement. L'obsession actuelle pour les théories conspirationnistes trouve ainsi une forme de validation dans cette reconnaissance tardive des dissimulations passées. La publication intégrale des archives de Kennedy marque-t-elle la fin de l'énigme ou simplement le début d'une nouvelle phase d'interprétation? Plusieurs éléments suggèrent que le débat est loin d'être clos. D'abord, l'annonce par le FBI de la découverte d'une nouvelle série de documents non catalogués auparavant laisse entrevoir de futures publications. Le processus de numérisation en cours promet également d'améliorer l'accessibilité de 6 millions de pages de la collection. Ensuite,
L'ouverture simultanée des archives sur les assassinats de Robert Kennedy et Martin Luther King Jr. ouvre la perspective d'analyses croisées qui pourraient révéler des convergences jusqu'ici invisibles. En reliant ces trois traumatismes nationaux, Trump, consciemment ou non, a fait émerger un nouveau champ d'investigation historique. Enfin, l'évolution des outils d'analyse, notamment l'intelligence artificielle et le traitement automatisé des données, permet désormais d'explorer ces millions de pages d'une manière impossible auparavant. Des connexions invisibles aux yeux des chercheurs individuels pourraient émerger de ce traitement massif de données. Comme le note l'historien Peter Dale Scott, les archives gouvernementales ne sont pas des fenêtres transparentes sur la réalité historique, mais des constructions bureaucratiques qui servent certains intérêts. La déclassification complète ne garantit pas la vérité totale, mais elle offre aux citoyens et aux chercheurs les matériaux bruts nécessaires pour construire leurs propres interprétations, loin des récits officiels, trop longtemps imposés. 60 ans après Dallas, et pour conclure cette série de 5 épisodes, nous pouvons affirmer que l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy reste le crime parfait. Impossible à résoudre définitivement, mais aussi impossible à oublier. Chaque génération y projette ses peurs, ses doutes, ses obsessions. Dans les années 60, c'était la guerre froide et la menace communiste. Dans les années 70, le Watergate et la corruption. Aujourd'hui, c'est le Deep State et les fake news. La vérité se situe probablement quelque part entre le tireur isolé et le vaste complot d'État. Oswald a très certainement tiré. Mais était-il seul? Était-il manipulé? Et par qui? Ces questions resteront sans doute à jamais sans réponse définitive. Ce qui est certain en revanche, c'est que Dallas a changé l'Amérique. Plus qu'un simple assassinat, c'est un traumatisme national qui a brisé l'innocence d'une nation. Le doute s'est installé durablement vis-à-vis des institutions. Le consensus national s'est fissuré. La théorie du complot est devenue un mode de pensée légitime. Surfant sur la récente déclassification, Trump et ses alliés ont instrumentalisé le mystère JFK pour alimenter leur narratif du Deep State tout-puissant, de l'État profond qui saboterait la volonté populaire. La quête de vérité historique s'est muée en une arme de guerre culturelle. Les vrais gagnants de cette affaire sont peut-être les gardiens du secret. En maintenant juste assez de mystère, en déclassifiant juste assez de documents pour entretenir l'intérêt sans jamais tout révéler, ils perpétuent un doute qui sert leurs intérêts. Un peuple qui doute de tout est plus facile à manipuler qu'un peuple qui sait. L'ironie suprême est que JFK lui-même aurait probablement détesté ce cirque. Lui, qui appelait à regarder vers l'avenir, à conquérir de nouvelles frontières, est devenu prisonnier d'un passé qui refuse de passer. Son assassinat n'est plus un événement historique, mais un mythe fondateur de l'Amérique moderne, celle qui ne croit plus en rien, surtout pas en elle-même. Peut-être est-ce là la vraie leçon de Dallas. Certains mystères sont plus utiles non résolus. Ils nous forcent à questionner le pouvoir, à douter des versions officielles, à chercher la vérité par nous-mêmes. Dans ce monde où la désinformation est devenue une arme de destruction massive, cet esprit critique est plus nécessaire que jamais. L'assassinat de JFK reste, selon l'expression consacrée, le crime du siècle, non pas par son ampleur, mais par sa capacité à révéler les failles d'une démocratie, les zones d'ombre du pouvoir et notre besoin viscéral de comprendre l'incompréhensible. Tant que ces questions resteront sans réponse définitive, le fantôme de Dallas continuera de hanter l'imaginaire américain. Car, au fond, l'assassinat de JFK n'est pas seulement une énigme policière ou historique.
C'est un miroir dans lequel chaque génération contemple ses propres angoisses. Et ce que nous y voyons en dit plus long sur nous-mêmes que sur ce qui s'est réellement passé ce jour de novembre 63 à Dallas.